Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 8 août 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des marchés, du petit rebond qui est en train de se matérialiser, mais qui n'est pas encore suffisant pour oublier les conditions de marché toujours compliquées. Donc on verra jusqu'où ça va aller. On va parler de quelques actions, de la Fed aussi, des actions qui vont être intéressantes, qui vont peut-être bouger ces prochains mois, et puis des valeurs du portefeuille à suivre et à acheter pour certaines. Et enfin les chiffres macroéconomiques, et des résultats qui tombent. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Un petit point sur les chiffres qui sont tombés. Alors aujourd'hui, on a eu une inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis, on était à 233 000, donc toujours plutôt élevé, un peu moins que le dernier où on était à 250 000. Mais on a toujours des chiffres importants sur le marché de l'emploi américain, donc toujours un peu compliqué. Mais surtout, moi, ce que je voulais retenir, c'était les chiffres sur la Chine. On a eu les chiffres import-export. Alors si à l'exportation, on a fait peut-être un peu moins bien qu'espéré ou qu'un peu moins bien dernièrement en termes de quantité. Le pourcentage était quand même plutôt intéressant parce qu'on passe de 3,5 à 7, même si on espérait 9,7 en pourcentage. Donc on voit que les exportations sont toujours plus ou moins moyennes, mais sans être loin d'être catastrophiques. On est toujours plutôt dans quelque chose de positif. Par contre, on avait un chiffre sur les importations, donc ce que la Chine fait venir sur son territoire. Là, c'était très mauvais, on avait quasiment rien. On était à moins 0,6 le mois dernier en millions et on est à plus 6,6. On le voit ici sur ce graphe. Euh, alors celui-là, c'est l'annuel où on est à 7 en importation, 7 ou 7,2. Donc en pourcentage, on a une augmentation et on voit qu'après la grosse période ici de 2023 où la Chine a arrêté d'importer, c'était vraiment un calme plat, on a eu un début de retournement. C'est la même chose qu'on voit sur les graphes, notamment sur le CSI 300 et sur le Dow Jones Shanghai où on voit la baisse et puis le début de réaction, et là on le voit bien aussi sur l'importation et c'est la même chose, et c'est ces chiffres là qui sont plutôt intéressants, je trouve. Et on a donc ça c'est interannuel, et on a la même chose mais en millions de yuan, et on le voit ici aujourd'hui, on est à 6,6 millions sur ce mois-ci. Et c'est vraiment un chiffre important, parce que là aussi, on voit quand même une dynamique qui est en train de s'orienter plutôt à la hausse. C'est-à-dire que les Chinois commencent à réinvestir au niveau des importations. C'est une bonne chose peut-être pour augmenter leur capacité de production et peut-être plus tard leurs exportations, vers les différents pays, et donc relancer un peu toute l'économie du marché chinois domestique notamment. Donc, ça va plutôt dans le bon sens, c'est plutôt des chiffres intéressants et qui me font dire que la fin d'année sera plutôt bonne sur les marchés du côté du bloc chinois. On verra, ça devra être confirmé, mais on a quand même, on le voit, depuis maintenant plusieurs mois, une tendance au rebond sur les marchés asiatiques. On va reparler d'échanges, notamment avec l'euro-yen. Alors, on a la même chose avec le dollar-yen. On l'avait parlé notamment sur cette devise avec le rebond probable ici sur les 158, et on voit qu'il a eu lieu, même si on mèche assez bas sur les 154. On va zoomer, on voit qu'il y a une belle réaction, et donc la Bank of Japan qui a signifié un peu la fin de la récréation, sur ces taux beaucoup trop bas, et puis sur la dévaluation de sa monnaie qui arrivait à un stade un peu trop compliqué. Donc là, il y a eu un réajustement. Et alors, même si ça a un peu fait paniquer une partie des marchés, ça devrait se réajuster plus ou moins. Et on devrait oublier la hausse qu'on a connue, ces dernières années, en ligne droite. Je pense qu'il va falloir maintenant avoir une période
de construction où le yen va commencer à s'apprécier sur les mêmes niveaux, hein, qui sont déjà très, très bas pour le yen, mais on ne devrait pas empirer, ou peut-être même aller chercher un peu plus bas ou construire vers le bas, hein, pour le yen. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi pour les valeurs. Avant de faire le CAC 40 et si on va faire juste l'indice, et après on va parler de quelques valeurs qui sont intéressantes, et enfin les valeurs du portefeuille. Alors sur l'indice, on a également le dos, hein, le dos qui remonte de près d'un 4% à la mi-séance. Le Nasdaq aussi en rebond de plus de 1 à 2%. Le CAC, lui, confirme en son rebond, c'est ce qu'on avait vu avec le double support, hein, le support oblique ici sur le bas du canal et puis le support fixe, hein, à 7083. C'était l'idéal pour rebondir, d'autant qu'on avait beaucoup baissé, donc ça reste du rebond technique. C'est ce qu'on avait ici marqué. Ce qui est important de voir, c'est la force du rebond. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour y voir quand même une grosse résilience du marché, hein, parce que on a perdu en une journée ce qu'on a gagné en 4 jours. Donc le rebond, il revient à peine au niveau de vendredi dernier. Donc pour l'instant, c'est relativement moyen. C'est ce qu'il faut se garder en tête, je pense. Si on veut voir un rebond intéressant et puis effacer les séances précédentes, il faudrait retrouver le CAC au-dessus des 7003 et attaquer les 7004. Pour l'instant, c'est du rebond technique assez faiblard, mais qui offre, je pense, quand même des perspectives intéressantes sur des rentrées d'actions dont on suivait l'évolution, dont on avait parlé ici, et qui, avec cette baisse, retrouve des niveaux de valorisation peut-être un peu faibles. Et c'était pour certaines des actions soit un peu massacrées ou sous-valorisées qui avaient été trop vendues, soit des actions qui étaient déjà dans une tendance plutôt intéressante. Et avec la décote, les rendent un point d'entrée court terme plutôt favorable. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le CAC. Et on va revenir aux indices, aux valeurs. On va le faire tout de suite, sinon je vais oublier. Les grosses variations du jour, notamment Engie. Alors il y a Iberdrola aussi qui avait annoncé des résultats plutôt intéressants, hein, sur l'énergie. Et Engie, ils suivent aussi un peu le mouvement, hein, avec notamment le secteur renouvelable, hein, sur Engie, un peu comme sur Total. Qui prend de plus en plus de place et qui est plutôt intéressant. Techniquement, on revient dans le bas du canal haussier qu'on avait quitté, hein, légèrement ici au mois de février, et puis un peu très fortement ici au mois de juin. On revient dessus, il faudra voir les niveaux plutôt obliques qui vont tenir, mais ce qui est important, c'est ça, c'est le gap baissier créé entre le 7 et le 10 juin, il n'existe plus, il a été comblé, donc gros signe quand même de résilience, hein, sur Engie. Et on peut oublier la phase négative, hein, qu'on a connue depuis ce gap, parce que c'est comblé et on va reconstruire sur des niveaux plutôt favorables. Donc oui, grosse zone de rachat sur les 13, gap comblé sur les 14,8. Donc Engie se remet dans des dispositions plutôt intéressantes. Maintenant, à court terme, c'est pas forcément une valeur sur laquelle je vais aller, mais sur le moyen long terme, on a signifié quand même la fin, hein, d'un certain mouvement de panique et de baisse, je pense. Et puis au niveau de ce qui ne marche pas trop, Téléperformance, c'est volatile, donc par rapport aux autres valeurs, ça peut faire un peu peur, mais on le voit depuis plus d'une semaine, hein, c'est très volatile, il y a des gros chandeliers. Est-ce que c'est inquiétant pour autant? Pas forcément, parce qu'on voit qu'on est sur le bas ici d'une zone de rachat oblique, hein, sur Téléperformance. On a eu ce gap haussier, bon, qui a malheureusement été comblé depuis et donc créé un autre petit gap baissier. Mais on le voit, hein, que la tendance est à la construction et à l'aplatissement de toutes les moyennes. C'est plutôt une action à suivre, je pense, Téléperformance. Et puis si on retrouve une confirmation d'un signal haussier, hein, ce serait intéressant. Mais là, elle a un peu pâti du contexte économique et tout a été un peu bazardé. Mais finalement, on revient sur ces niveaux-là, hein, autour des 100 $, sur Téléperformance, 100 euros, pardon, sur Téléperformance. Ce qu'on attend, hein, c'est le retour et le travail ici sur la moyenne à 200, sur les 110 autour du gap, une accumulation et un signe peut-être de congestion avant de repartir. Là, on est plutôt un peu dans le zigzag.
Il faudra voir où ça nous mène, mais si ça nous mène là, hein, sur les 110, et durant le mois d'août ou le mois de septembre, avec un début de congestion comme ça, et un redémarrage, bah, ce sera plutôt super intéressant à acheter. Ça reste plutôt bien orienté pour ce scénario-là. Mais c'est pas encore validé. Et puis avant de voir les valeurs du portefeuille intéressantes, on va parler de deux, trois choses, notamment la Fed. Grosse pression sur la Fed. Tout le monde voit maintenant une baisse des taux, hein, et même, on parle même pas de 0,25, on parle de 0,50 hein, sur la prochaine baisse des taux qui devrait avoir lieu le 18 septembre. Donc c'est la prochaine réunion de la Banque fédérale américaine. Donc on va agir fortement hein, sur l'économie. Est-ce que ce sera trop tard ou pas, on verra, mais on sait hein, que si on agit comme ça sur l'économie, c'est qu'elle va mal. On va pas commencer à baisser les taux et mettre de l'argent dans l'économie si tout va bien. Donc, c'est un bon signal pour certaines valeurs, mais ça veut dire aussi que celles qui vont pas réussir à s'en sortir, celles qui sont déjà bien endettées et celles qui n'arrivent pas à sortir des marges intéressantes, la période dans laquelle on risque d'aller, c'est-à-dire une période de baisse des taux parce que l'économie est au ralenti, ceux-là, ils vont avoir du mal. Donc, faire bien attention, je pense, à ces valeurs-là et à la tendance qui va maintenant s'initier, parce que les plus faibles risquent d'avoir beaucoup de mal. Il y en a qui vont s'en sortir grâce à cette baisse des taux, mais il y en a pour qui ce sera trop tard. Et je pense que ça va être intéressant de voir la tendance qui va être initiée maintenant à partir du mois de septembre, parce qu'on a la quasi-certitude maintenant qu'on va baisser. Maintenant, c'est de combien? 0,25 ou 0,50 on verra le 18 septembre. Je voulais parler également de Sodexo sur les avantages aux salariés. Alors, plutôt intéressant en cette période où le pouvoir d'achat est très important. On a Pluxee aussi. Hein. Alors, sur Sodexo, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a un dividende de 6,24 €. La valeur, elle fait 85 €. Donc vous faites le calcul, 6,24 €, c'est super, c'est super important. Et il y aura un acompte aussi, hein, donc on n'en sera pas loin des 10% au total. Le détachement, il aura lieu le 27 août. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, peut-être peut-être une rentrée de pas mal d'investisseurs justement pour jouer ce dividende. Donc c'est bien de s'y prendre relativement avant, c'est dans une vingtaine de jours, hein, faut pas le jouer sur les derniers jours. Et au niveau technique, on est ici un peu, hop, dans cette phase de congestion dont on pourrait sortir avant le dividende. Et toujours on a retrouvé ce canal haussier avec à chaque fois des rachats, hein, dès qu'on sort de notre canal haussier. C'est considéré comme une opportunité de marché. Le cours est trop bas et c'est racheté. Donc là, c'est plutôt intéressant, peut-être à jouer hein, éventuellement jusqu'au 27, date de détachement du dividende. Et puis on verra. Donc là, on pourrait éventuellement jouer hein, la continuation. Hop, c'est ici le 27 pour aller vers les 88 et les 90 peut-être. Donc à surveiller. La FDJ aussi, on a le verdict de la Commission européenne qui devrait arriver au mois d'octobre, donc c'est dans 2 mois. Il y a eu une petite baisse sur la FDJ. Ça reste, selon moi, intéressant. On a toujours ce gap baissier qui vient d'être créé. On a du mal à baisser, mais pour le moyen long terme, ça risque d'être quand même toujours super intéressant. Hein, une valorisation ici autour des 34 €. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur la Française des Jeux? Bah, la même chose que précédemment, c'est-à-dire le comblage de gap, le signal lancé par la Française des Jeux. Si on revient sur les 35,14, ce sera super intéressant. Donc on attend la décision, notamment pour l'amende éventuellement à payer. Mais dernièrement, les dirigeants se sont prononcés plutôt sur une bonne nouvelle ou pas de mauvaise nouvelle sur le montant éventuel à payer. Donc toujours plutôt favorable hein, sur la Française des Jeux. Et on voit que la zone ici autour des 34 hein, a plutôt bien fait son office, parce que c'est une zone qui est rachetée. Donc la moitié du grand chandelier.
Et enfin, on va parler de quelques valeurs minières, notamment Imerys. Alors Imerys, il y a eu aussi un litige notamment sur l'amiante et il devrait être clos en septembre. C'est un litige avec Johnson Johnson. Elle a également depuis peu, enfin encore plus maintenant, un PER assez bas. Et la décision de ce litige devrait pouvoir permettre à la valeur peut-être de repartir. Alors on va voir sur Imerys. On le voit le double échec ici. Et puis on a quasiment tout perdu, ce qu'on avait gagné. Ça redevient probablement intéressant. Donc là aussi, ce qu'on peut espérer et surveiller sur Imerys, c'est le travail qui va être fait autour des 30 ici, entre les 29, c'est le cours sur lequel on est actuellement, et les 30, et la cassure des 30 ou des 31. Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant de se remettre sur pas mal de minières, parce qu'il y a beaucoup de minières ont pris leurs bénéfices et ont un peu consolidé fortement. Elle reste quand même orientée plutôt favorablement. Donc c'est peut-être des points d'entrée intéressants ici à surveiller pour dans quelques semaines se replacer. On le voit, on avait un gap ici à 29,85. Il a été comblé cette dernière semaine, notamment vendredi dernier. Donc là, comblage de gap. Qu'est-ce qu'on attend? Support, réaction et probablement une porte d'entrée intéressante sur Imerys. Et je voulais voir aussi Eramet. Toujours dans les minières. Là aussi, on a fait un double échec sur les... Alors, presque sur les 108, puisqu'on l'a dépassé. Moi, c'était une zone sur laquelle j'avais vendu. Et là aussi, on a tout vendu. Tout est reparti à la baisse. Et pourtant, on avait fait un pourcentage assez monstrueux, parce qu'on avait gagné avec presque 100%. Alors même si on prend le plus bas ici, hop, on l'a pas 97%. Donc multiplier la valeur par 2 en 3 mois et demi, c'était énorme. La consolidation, elle est sévère parce que notamment on avait le résultat net, les fondamentaux moyens, qui est revenu négatif, notamment au mois de juillet, je crois, juin et juillet. Donc sur les résultats, le résultat net qui était plutôt favorable dernièrement est revenu négatif sur le deuxième trimestre. On a eu des prises de bénéfices, on a eu des ventes et on retrouve finalement Eramet sur des niveaux de valorisation pas super élevés. Donc là aussi, sur pas mal de minières qui ont bénéficié du prix de la hausse des métaux, ça peut être intéressant de voir l'évolution et de se replacer si on a des signes de rebond, comme on pourrait avoir ici sur les 68. Évidemment, ça continue de baisser, on va pas rentrer, mais si on voit des signaux intéressants qui nous mènent vers les 75, Eramet, ça peut être intéressant. Et puis enfin, l'oblique court terme à casser pour aussi confirmer la fin de la baisse et probablement le retour vers le haut pour aller à nouveau taper les 108. Donc là, on est en mode conso toujours, et même dégradation puisqu'on est sous les 30 au niveau RSI. Mais le jour où on casse les 30, on revient à 31, 32 et quelques sur le RSI, on peut s'intéresser à la valeur, voir où elle est et peut-être rentrer une position. Et enfin, on va voir quelques valeurs intéressantes du portefeuille notamment. Alors, quelques achats dernièrement. Alors, Alibaba, ils doivent donner leurs résultats ce soir, je crois. Moi, je suis toujours dessus, toujours plutôt favorable, toujours plutôt bien exposé. Oui, favorable sur Alibaba. On prend aujourd'hui plus 3%, on verra les résultats, comment ils vont être digérés par le marché, mais on a toujours cette grosse période, on a parlé souvent d'Alibaba, de retournement qui est en train de se mettre en place. On a également ici le dividende qui a été versé, qui avait pas été fait depuis des années, donc après la grosse chute monstrueuse de 76% en 1 an et 4 mois, la période un peu de temporisation et puis le retournement qui est en train de se matérialiser sous les 100 $. Ça semble intéressant quand même Alibaba. On aura la confirmation probablement ce soir ou demain, mais moi je suis toujours plutôt favorable et investi sur cette valeur. Juste parler d'Air Liquide, on n'est pas loin d'avoir un signal intéressant sur cette valeur. Ça reste plutôt défensif. On tient les 160.
On attend juste le petit boom hein, sur Air Liquide, mais dans ces périodes comme ça un peu compliquées, c'est toujours plutôt intéressant d'avoir des valeurs dites défensives comme Air Liquide. Et puis on surveillera hein, l'attaque ici sur les 166 qui pourrait permettre à Air Liquide de repartir aussi. Arm qui donne aussi leurs résultats ce soir. J'ai pas vu hein, aujourd'hui, je pense pas que c'était ce matin. Les résultats de Arm Holding. Là aussi, on a beaucoup baissé, on a réagi sur des niveaux intéressants, hein, moyenne à 200. Au niveau, on est toujours au-dessus du gap qu'on n'a pas comblé. On a réagi une première fois ici, et là on est en train de réagir encore au-dessus. Hein, donc le gap sur les 77 environ. Pas comblé, toujours cette dynamique intéressante. La baisse, elle est importante, mais la hausse l'avait été aussi. Donc c'est pas normal hein, de voir comme ça des grosses baisses. Ça ne remet pas en cause la tendance de fond sur laquelle on revient, parce qu'on voit ici la tendance finalement un peu long terme. C'est cette oblique verte qui monte, sur lequel on a bien marqué le cours quand il n'était pas encore sur des niveaux post-résultats hein, qu'on a eu ici au mois de février. On y est revenu, on les a frôlés, et puis on n'est jamais en dessous, hein, quasiment, sauf une journée. Là, ça a réagi au mois d'avril, et puis là, dernièrement, au mois d'août, on ouvre en dessous, boum, c'est racheté, et puis derrière, c'est des zones d'investissement long terme. Donc là aussi, voir les résultats de ce soir, s'ils sont achetés, probablement un point d'entrée intéressant, hein, sauf si c'est si c'est acheté en gap haussier à 140, je sais pas, mais si on reste dans des niveaux de 110, 120, ce serait intéressant de rentrer, même sur 140. Hein, ARM, ça voudra dire que le marché valide quand même la valorisation peut-être un peu basse et les ventes excessives qui ont été faites sur ARM Holding. On le voit, on n'a même pas été sous les 30 niveau RSI, hein, il y a eu une réaction avant, donc on attendra la confirmation avec le RSI hein, au-delà des 50, peut-être sur résultat. Biomérieux, toujours positif, ils sont en train de congestionner ici, ça c'est bien. Ça congestionne ici, ça fait des mèches hautes, des mèches hautes, des mèches basses. Le cours ne bouge quasiment plus. On attend quoi? On attend la confirmation pour aller vers le haut. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. C'est très favorable. Les chances de sortie vers le haut sont plus élevées que d'aller vers le bas, mais elles existent aussi. Donc, ne pas anticiper, d'autant qu'on est un peu haut là niveau MACD, mais attendre la fin de cette période ici d'accumulation qui devrait ressortir vers le haut. Donc Biomérieux, toujours une valeur santé à surveiller, peut-être en anticipation, peut-être sur lequel se mettre. CrowdStrike toujours très favorable, hein, j'en avais parlé pour les abonnés notamment. Le rebond est en train de se faire. C'est une action trop importante pour être valorisée sur ces niveaux-là. Le rebond, il va avoir lieu. La chute, elle était trop importante. On renforcera certainement hein, dans quelques semaines si le rebond se confirme. Sur CrowdStrike, Danone également, hein, on en parle souvent, Danone. Double échec sur les 61,5, mais derrière, on rend rien et on garde le gap. On garde le gap entre 58,8 et 59,4. C'est bien, ça accumule ici en embuscade pour aller taper les 62 et repartir. Ça vaut le coup de rentrer. Moi je suis rentré dessus sur Danone. Avec un plan, hein, on avait parlé du plan notamment sur les produits avec une marge plus importante qui va aider hein, les chiffres de Danone. Bizarrement, c'était ici, hein, ça n'avait pas été apprécié par le marché, mais le plan il est parfait pour moi sur Danone. Le recentrage de ces valeurs-là, notamment sur les yaourts à haute protéine, donc ça va faire un carton. Et ça devrait permettre à Danone de dépasser les 62 prochainement. Hein, donc plutôt très très favorable aussi. Equinox, alors là c'est une petite valeur. On met pas une grosse partie de son portefeuille, c'est spéculatif. On voit que ça fait que descendre, que ça valide un support autour des 3. Et pourquoi on peut s'intéresser à Equinox? C'est parce que la capitalisation, hein, elle est limite par rapport au fonds propres de l'entreprise et ce qu'elle possède. C'est-à-dire que le cours hein, des actions multiplié par le nombre de titres, ça valorise à peine déjà ce qu'elle a. Donc on est loin d'un niveau qui valorise réellement l'entreprise. Elle est sous-valorisée. Donc le jour où le marché s'en rendra compte,
il y a un rétablissement probablement vers le haut. Sauf si Equinox continue à baisser, à avoir des problèmes d'endettement, etc. Mais a priori, on arrive peut-être sur un point bas ici et à jouer un rebond là-dessus, hein, sur une sous-valorisation globale de l'entreprise. Donc c'est ça qu'on peut jouer. On met pas 10% hein, de son portefeuille, plutôt proche des 1%, c'est spéculatif, la valeur est baissière, mais ça mériterait de faire un bond intéressant hein, pour peut-être revenir ici sur les 6. Donc ce qu'on peut jouer, c'est ça, c'est des très gros pourcentages, entre 50 et 100%. Forcément, il y a un risque quand on joue ces actions-là, mais ça se tente. Marathon digital, plus 9, un léger rebond. Pourquoi? Parce que évidemment le Bitcoin, hop, le Bitcoin rebondit, on le voit plus 8. Hein, on avait parlé de cette mèche basse qui était intéressante. Revenir ici sur les 52, sur les 50 000, c'était une zone énormément jouée hein, sur le Bitcoin qui a été validée, qui a été achetée, qui a été validée comme une zone beaucoup trop basse, comme une opportunité d'achat hein, par le marché. Derrière, on remonte bien. Donc moi, je suis toujours favorable hein, sur le Bitcoin et la suite. Donc j'ai renforcé hein, sur Marathon. On verra, mais la séquence qu'on a ici avec cette mèche basse, avec ces rachats qui se font bah, pas n'importe où. Hein. On a même cette oblique blanche ici qui nous indiquait un peu la marche à suivre et on le voit hein, qu'on a rebondi dessus. Toute cette période-là à 50 000. Derrière, on revient, c'est racheté. Donc ça valide aussi des séquences intéressantes et qui devraient continuer à pousser le Bitcoin vers le haut. Parce que pour moi, on n'a toujours pas de signaux négatifs hein, sur le Bitcoin. Alors, les gros, on a Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, on a Meta, on a Nvidia, probablement intéressant, mais on est toujours dans cette période de consolidation. Alors moi je suis sur Amazon, je me tâterais éventuellement aussi à rentrer sur une ou deux autres, mais pas tout de suite. Je pense qu'il faut attendre cette période un peu de grosse conso hein, sur les grosses tech américaines. Euh, mais se préparer à réinvestir hein, et avoir des liquidités probablement parce que les chiffres qui sont annoncés sont plutôt corrects et il y a des investissements énormes et je pense que tous ces investissements dans l'intelligence artificielle ça va bénéficier hein, à ces gros qui vont pas qui je pense ne sont pas survalorisés parce qu'on a encore un marché qui va croître ces prochaines années. C'est que des leaders hein. Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, c'est des gros leaders qui vont se tailler la part du lion, donc il faut les surveiller. Attendre quand même de noter ces niveaux, et puis là c'est plutôt intéressant. Et si c'est le scénario qui se passe, c'est-à-dire qu'on a cette période d'accumulation et de rebond, il faudra peut-être se replacer. Ça me semble encore un tout petit peu tôt sur les grosses tech américaines, mais on surveille. Moderna, toujours dessus, il n'y a rien à faire. La sanction pour moi était trop sévère. Peut-être renforcée, on verra. Mais je reste évidemment. Et on a comblé le gap ici. Ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que il nous en reste qu'un, il est ici. « 70 21 ou 26, bon, c'est pas grand chose. Bah, c'est le petit gap qu'on peut noter sur Moderna, mais les gros gaps dernièrement hein, ont été tous comblés. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis oui, ce qu'on peut viser hein, sur Moderna, c'est que le marché tergiverse un peu et puis accumule sur ces niveaux-là avant de relancer. Il y a des fondamentaux intéressants, il y a un portefeuille de valeurs et de thérapie en phase 1, phase 2, phase 3 qui sont super intéressantes. Pour moi, moins de 100, hein, c'est beaucoup trop peu pour Moderna, dont l'objectif est toujours à plus de 200 hein, ces prochains mois. Donc
pas intéressé par vendre, hein, par cette valeur qui me semble toujours avoir un avenir super favorable. On verra. Et Metal, résultat plutôt intéressant. J'ai pas eu tous les chiffres hein, sur Metal, mais toujours en hausse hein, au niveau de l'armement. On parlait d'un joint venture, je crois, avec Leonardo. Des prises de participation éventuelles de l'État allemand. Ça a été déjà fait sur certaines valeurs. Ça pourrait être le cas sur Rheinmetall, c'est-à-dire que l'État allemand pourrait investir hein, dans les sociétés à haute valeur stratégique, comme l'armement. Et Rheinmetall, on le voit notamment avec ce chandelier-là, super intéressant. Hop, avec retour ici sur support à 463, on mèche dessus, derrière on réagit. Les résultats aujourd'hui étaient plutôt achetés parce qu'on a ouvert sur les 493 et qu'on clôt sur les 511. Moi je suis rentré hein, sur Rheinmetall et on va jouer maintenant la suite. D'autant qu'on a cette phase de consolidation qui date et qui dure depuis le mois d'avril. Donc avril, mai, juin, juillet, août, ça fait quasiment 5 mois. 5 mois de conso, presque la moitié d'une année. C'est suffisant hein, pour retrouver presque les moyennes les plus basses, mais pour permettre des prises de bénéfices et puis une digestion du marché. Moi, ça me semble cette séquence-là plutôt marqueur quand même de quelque chose pour aller à nouveau vers le haut. Alors même si c'est énorme évidemment, parce que Rheinmetall avant l'invasion de l'Ukraine, elle était ici à 100 dollars, 100 euros, pardon, et on est aujourd'hui à plus de 500. On a des chiffres qui n'ont fait que monter et des perspectives, malheureusement, je dirais, parce que c'est dans l'armement, qui sont encore amenés à être augmentés, à être soutenus. Donc c'est difficile de voir le cours peut-être péricliter et de le voir survalorisé. Moi, c'est une des valeurs que j'aime bien en Europe. On peut avoir Lockheed Martin aussi, RTX, hein, notamment aux États-Unis. Mais en Europe, il y en a d'autres. Hein. Il y a les françaises, mais qui sont moins axées armement. C'est plus un peu défense stratégique et logicielle. Là, on est vraiment dans le dur sur l'armement. C'est plutôt intéressant, je pense, de s'exposer et d'avoir une action comme ça sur l'armement pur européenne. Ubisoft, ils ont cassé les 18.6 qu'on voit même pas en journalier. Hop, c'est ici. On va le mettre en rouge. Si ça veut bien. Ça veut pas. Hop, tant pis, je le ferai après. Ouais, des fois, il veut pas. Donc les 18.6, le gros support, le gros plus bas d'il y a plusieurs années, c'est cassé malheureusement sur Microsoft. Ça me semble quand même maintenant un prix un peu trop bas hein, pour ce qu'on attend sur les futures ventes. Moi, je pense à rentrer dessus peut-être en mode spéculatif parce qu'on arrive sur des niveaux un peu survendus hein, sur Ubisoft. Ça reste un gros studio et puis il y a des gros jeux qui vont arriver avec probablement des ventes intéressantes. Alors le signal il est quand même négatif dernièrement. Le gap baissier, derrière on tient pas les supports, mais il va falloir surveiller les volumes, les rentrées, les changements de tendance et peut-être se replacer pour jouer un titre qui commence à avoir des niveaux de valorisation beaucoup trop faibles par rapport à ce qu'il peut produire et ce qu'il risque de produire à la fin de l'année. Pour l'instant, le marché, hein, il nous dit clairement non, donc il faut pas aller contre lui. Quand on voit ça, évidemment, le support travaillé et la cassure du support, faut pas insister parce qu'on peut continuer à baisser relativement longtemps. On le voit, on est à 26 niveau RSI. Mais si on a une réaction, bah faudra peut-être la jouer. Alors, ce sera peut-être trop tôt. On va peut-être jouer un petit mouvement et puis ressortir quasiment sur les mêmes niveaux après si cette réaction n'a pas lieu. Mais si elle a lieu, hein, on peut très vite faire des dizaines de pourcents intéressants. Donc Ubisoft, c'est pas une coquille vide. Ça me semble toujours une belle valeur. Il faudra la surveiller hein, sur des rentrées, des volumes, des changements de tendance à venir.
Vinci, on surveille aussi, évidemment. Le travail ici, et on en a parlé, hein, Vinci, c'est pareil, ils ont mis un petit, même un gros signal baissier, un peu peut-être fort, peut-être en panique avec le gap, avec les élections. Derrière, on n'a pas eu le rebond escompté, c'est ça qui me fait dire que c'est trop tôt peut-être pour rentrer, c'est parce que le rebond, bah, il a eu lieu ici, hein, sur les 107, 108. Ça valide quand même des niveaux clés. Donc derrière, on revient sur support. Il faut attendre, il faut tenir le support et puis relancer quelque chose. Parce que le petit support ici à 100, il est pas impénétrable, on l'a vu déjà. Mais ça me semble aussi peut-être un peu excessif, hein, comme baisse Vinci, et ça fait partie des valeurs qu'on surveille et sur lesquelles on pourrait rentrer prochainement. À Virgin, il se passe pas grand-chose, hein. Alors 16%, mais la ligne qu'on a sur Virgin, elle est tellement petite qu'elle impacte pas le portefeuille. On attend quoi? On attend une séquence un peu où on arrête de baisser comme ça, ou peut-être on aura des perspectives sur les vols commerciaux un peu plus favorables. On sait que ça va reprendre, je crois que c'est 2025. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Les volumes sont là, mais on est plutôt en mode baisse. Alors 6 euros, ça commence quand même à baisser fortement, hein. Mais on attendra des annonces sur Virgin Galactic, et si elles ont lieu, bah peut-être le début de quelque chose, parce que les vols commerciaux, hein, c'est pas donné, et puis il va y avoir du chiffre. Pour l'instant, c'est pas rentable, pour l'instant, c'est pas viable, mais c'est quelque chose qui peut exploser quand même. Donc un peu spéculatif, mais à surveiller. Et puis quelques valeurs que j'avais pas faites. Hoffman, on est sur un niveau intéressant. Par contre, on a cassé cette moyenne à 200 qui était tenue depuis le mois de janvier de 2024, donc depuis cette année. C'est un peu inquiétant. Pour ça qu'il faut faire attention. Le rebond, s'il a lieu au niveau global un peu et macroéconomique, il devrait refaire partir Hoffman, mais le niveau un peu global macro sur le ralentissement, bah, ça impacte aussi Hoffman Green Cement, d'où la baisse. Mais oui, on est là sur des niveaux bastions un peu à défendre sur les derniers niveaux. C'est-à-dire que si on casse les 8,88, alors là on l'a pas totalement défoncé encore, on le voit, on le touche, il faudra oublier. Par contre, si on les tient et qu'on réattaque un peu la moyenne, finalement on sera dans quelque chose, hein, de long terme plutôt intéressant, et en attente de la reprise qui devrait faire exploser Hoffman. Donc là aussi, c'est une question de timing. Pas aller contre le marché si on voit que le ralentissement impacte aussi Hoffman Green Cement. Mais si on a finalement un début de rebond, un retour ici sur les 9,6, on pourra jouer quelque chose d'intéressant. Et Novo Nordisk, alors pas fan, parce que moi ça me fait penser à Tesla. C'est-à-dire que Novo Nordisk, ils ont des concurrents sur le secteur anti-obésité. Et puis notamment, on a eu Roche il n'y a pas longtemps, hein, qui a sorti aussi un médicament donc, pour concurrencer celui de Novo Nordisk et celui d'Eli Lilly. Donc c'est un marché tellement énorme qu'il y a beaucoup de Big Pharma qui s'intéressent à ça et qui vont sortir peu à peu, faire des phases 1, phase 2, phase 3, et quand ça va être validé, des mises sur le marché, c'est-à-dire ils vont être à plusieurs, hein, sur le gâteau. Même si le gâteau est énorme, bah, au lieu de le diviser par 1, par 2 ou par 3, vous allez le diviser par 4, 5, 6, donc forcément ça va être compliqué. C'est comme Tesla qui avait dû baisser les prix de ses modèles pour faire de la vente, parce qu'ils y arrivaient plus, et on le voit, le cours de Tesla, hein, super concurrentiel avec les voitures électriques et hybrides chinoises notamment. Tesla, son cours a complètement chuté. Et c'est peut-être ça qu'on aura aussi sur Eli Lilly et sur Novo Nordisk. Ils ont profité d'être un peu les seuls sur le marché. Et maintenant, on arrive aux baisses de prix.
Alors je crois que c'était 1100 $ jusqu'à 700 $ environ. Alors, je suis pas sûr des prix, mais c'est quelque chose comme ça. Donc on voit qu'on taille quand même dans les futurs bénéfices, hein. Ça va tailler les marges aussi. Donc pas forcément favorable sur rentrer maintenant sur ces valeurs-là. Parce qu'on a peut-être un peu acheté le fait qu'elles étaient seules sur le marché, et maintenant qu'il va y avoir des concurrents, bah la valorisation elle va baisser, et on va peut-être se retrouver dans quelques mois, hein, sur les 60 ou sur les 80. Moi j'éviterais. Qualcomm, à surveiller, mais là aussi un peu comme ARM, hein, il faudra surveiller ARM et puis éventuellement ASML Holding, mais sur Qualcomm, euh, on est bien revenu sur la M200, on frôle les 146. Euh, on voit qu'on a eu ces deux phases au niveau MACD de baisse, qu'on n'a pas cassé les 30 niveau RSI. On sent que la baisse, elle est peut-être terminée ici pour la phase de consolidation cet été, durant le mois d'août. Et peut-être, si on a un rebond, ça s'achètera. Donc oui, en tout cas, ce que nous montrent les indicateurs et ce que nous montrent les marchés, c'est que on a eu une grosse phase de conso, grosse phase de prise de bénéfices, et qu'on arrive peut-être ici sur des niveaux qui vont changer la donne, au moins pour accumuler, avant peut-être de repartir. Donc je pense qu'il faudra faire de l'observation pendant au moins tout le mois d'août, et puis voir en septembre où on est sur Qualcomm. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, les valeurs que vous achetez, et puis les questions, les interrogations que vous avez sur la bourse, le trading. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!